Quitter un job bien payé pour déployer des serres avec des poissons et des légumes, t'es quand même. Là encore, les gens étaient polis. Mathieu Urban, j'ai bientôt 42 ans. Je suis cofondateur de la startup MyFood, maintenant une PME en croissance, très engagé sur les sujets environnementaux, notamment autour de l'alimentation. Je travaille de manière opérationnelle sur les sujets du marketing, du commerce qui me passionne, de la vente et du marketing digital. Papa d'une petite fille de 12 ans, père de famille, et voilà. Je suis passionné par le jardinage, pour tous ces sujets qui tournent autour de l'alimentation saine. MyFood, en fait, c'est anciennement une start-up, maintenant une PME en croissance. Le projet s'est lancé en 2015. Et en fait, on a vocation de redonner à tous la possibilité de produire sa propre nourriture chez soi. Donc en fait, on conçoit et on développe et on installe des serres innovantes pour que les familles puissent produire leur propre nourriture. En fait, on a démarré à 3 fondateurs qui se posaient des questions sur l'alimentation et on a essayé de lancer des idées, des projets. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas de la formation? Est-ce qu'on monterait pas une ferme? Donc en fait, on a exploré sur plein de choses. À un moment donné, on voulait même faire une entreprise pour fabriquer des briques pour construire sa propre maison. On avait une galaxie d'idées, de solutions écologiques qui pourraient résoudre des problèmes concrets. Et en fait, on a retenu que pour produire soi-même chez soi, il fallait amener des technologies et agglomérer des solutions qui permettraient de faire ça facilement, notamment l'aquaponie, la permaculture, l'Internet des objets. Et en accumulant toutes ces briques-là, on a fait un premier proto. Et on a été sur un camp d'innovation de makers à Millemont en 2015. Et en fait, il y a eu 12 projets internationaux. Et finalement, c'est le projet MyFood qui, dans la durée, a fonctionné. Donc, d'une petite équipe de 3 fondateurs, on est aujourd'hui une équipe de 15 personnes dans une entreprise en croissance avec un produit qui fonctionne bien. En fait, notre vision, ça a été de se dire, il y a des choses qui ne collent pas en ce moment dans le système alimentaire. On voit une succession de crises, on voit les gens qui commencent à perdre confiance dans la production alimentaire, les scandales alimentaires, maintenant la crise inflationniste. Est-ce que la manière ultime de résoudre cette problématique-là, ça ne serait pas de produire par soi-même? Ok, du coup, le jardinage, quoi. Mais en fait, la plupart des gens, la plupart du temps, n'y arrivent pas. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas la place, parce qu'on n'a pas la connaissance. Et les aléas climatiques maintenant se rajoutent. L'année dernière, c'était la sécheresse, cette année, c'est la pluie. Donc globalement, l'autoproduction alimentaire à domicile, c'est compliqué. Et on s'est dit, tiens, lançons une initiative écologique open source. Et on a démarré le projet comme ça. On va dire qu'il y a des degrés de conscience, des degrés de conscientisation. C'est-à-dire il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions sur l'alimentation, d'autres moins. Comment c'est produit, comment fonctionne l'agriculture, quels sont les circuits de transport, quels sont les circuits de distribution, l'emballage. Effectivement, quand on essaie de manger bio et puis qu'on voit un concombre du Chili emballé dans du plastique et avec un tampon bio, on se dit c'est bizarre, il y a un truc qui colle pas. Donc du coup, les gens se disent je vais essayer de faire mon potager. Et puis beaucoup de gens aussi ont pris conscience avec la crise de Covid que finalement l'équilibre de vie urbain était un peu précaire. Et donc du coup, des personnes se sont dit tiens, je vais quitter la ville, je vais me prendre une maison à la campagne et puis je vais essayer de retrouver mon autonomie. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas aussi évident que ça. Alors déjà, il fallait avoir beaucoup de réalisme. Quand on a une bonne idée, il faut que ce soit, notamment une innovation, il faut que ça réponde à un vrai besoin personnel, à un vrai besoin de société. Et après, il faut aussi que ça réponde à un marché. Là, pour le coup, sur le sujet de l'alimentation, forcément, on touche à une problématique de société importante. En amenant une réponse à un problème complexe et en amenant une solution simple, et en déployant ça à grande échelle et qu'il y a un marché derrière, ça amène finalement une réussite au niveau de la société. En fait, quand on a lancé le projet, on n'avait pas le produit. Clairement, on avait des valeurs. Responsabilité, simplicité, transparence. Voilà, donc on a lancé le projet, on a été sur un camp d'innovation, on a monté un site web et après on a lancé ce qu'on a appelé la campagne des citoyens pionniers. Et on a commencé à avoir des formulaires qui sont venus des 4 coins du monde, de gens qui étaient prêts à accompagner ce projet-là d'innovation. A découlé de cette vision-là un proto, un produit, et on a pendant des années itéré autour de ce produit-là avec notre communauté.
Et c'est là où il faut abandonner, bien entendu, son ego pour écouter les retours permanents et être en essai-erreur continu. Pas que sur le produit, mais aussi sur l'organisation, sur l'entreprise, sur son business model. Et donc nous, on est vraiment dans l'ADN de MyFood, dans l'ADN de l'organisation, une entreprise qui est tout le temps en écoute des retours de nos utilisateurs, de nos salariés, de nos fournisseurs, de tout notre écosystème. Il faut être vraiment tout le temps à l'écoute. Voilà. Quand j'ai expliqué que j'allais quitter un job bien payé pour déployer des serres avec des poissons et des légumes, on m'a dit, t'es quand même... Voilà, là encore, les gens étaient polis. Donc il fallait déjà avoir une ferme conviction qu'on allait dans une trajectoire qui allait quand même répondre à une problématique. On voyait quand même qu'il y avait une émulation de personnes qui nous disaient mais vous avez raison, produire chez soi facilement, sur une petite surface, dans un contexte où les gens ont perdu toute connaissance, pour des gens qui n'ont pas le temps, qui ont un métier, ça répondait quand même à une réalité. On est, je pense, encore qu'au début, parce que on a eu que des échantillons de crise. L'agriculture, les rendements sont en baisse. On utilise des produits phytosanitaires à grande échelle et on voit que ça commence à avoir des impacts à l'échelle environnementale. On voit que les circuits longs, les chaînes d'approvisionnement complexes, c'est extrêmement fragile. Il suffit d'une crise, tout ça. Donc, on voit clairement que ça touche ses limites. Et donc, forcément, on vient commencer à comprendre que ce qu'on fait là, ça répond concrètement à un problème maintenant, mais c'est que le début. Donc, on sait qu'on se prépare quelque part à accélérer encore dans le déploiement de l'entreprise et de la start-up. Et quand on se casse le dos, qu'on se retourne la terre, qu'on se fait ravager tout par les limaces ou par la sécheresse, on ne peut pas partir en vacances. Au bout d'un moment, on se décourage. Quand on a retiré toutes les tâches chronophages et laborieuses, de travailler le sol, de désherber, d'arroser, de chasser les nuisibles, de gérer tous les aléas de culture qu'on peut avoir, on se limite à finalement faire des semis, mettre ces semis dans des colonnes de culture, surveiller les paramètres, on a des alertes, on surveille si le pH, la température, tout est bien. On remplit le distributeur de nourriture de poisson. Et puis en fait, on fait des petites opérations de maintenance, comme nettoyer un filtre, remettre de l'eau. Ça prend pas plus un quart d'heure par jour ou juste 1 heure ou 2 le samedi, le week-end, c'est tout. On fait que ça et après, du coup, on regarde ses légumes pousser. Des fois, c'est même déroutant, on vient dans la serre, il n'y a rien à faire, on regarde, il n'y a rien à faire. On a voulu aussi s'adresser pour la moitié de nos utilisateurs à des personnes qui n'avaient jamais planté une graine, qui n'avaient jamais cultivé. Et la plupart des gens qui ont les meilleurs résultats de culture dans la communauté de MyFood sont des gens qui viennent sans a priori, qui suivent nos recommandations et qui ont des super résultats de culture alors qu'ils n'avaient pas d'expérience dans le jardinage. Et en fait, on a des points d'étape et on a plein d'outils. C'est-à-dire que déjà, le premier outil, c'est un wiki MyFood open source qui fait qu'avant d'avoir le produit, on peut déjà, quasiment sur l'intégralité de l'usage du produit, se former. Il y a toutes les informations, il y a tous les articles, il y a les tutos, les vidéos, tout ça, même déjà avant d'avoir le produit. On est déjà un petit peu préparé, on a des conseils sur place de l'installateur. Et ensuite, on a une première formation initiale avec un agronome professionnel à distance. Et ensuite, on va sur la communauté dès qu'on a une question. Et après, on a vraiment des outils très concrets qui sont les vidéos de formation, les notices, des PDF, des webinars réguliers à des points d'étape. Mais rien que déjà, la communauté digitale, maintenant en plus des chats intelligents qui se rajoutent à ça, on trouve l'information très vite dès qu'on a besoin d'aide. Il n'y a plus maintenant un pan métier d'entreprise qui n'est pas challengé par l'intelligence artificielle. Mais là, si je prends simplement l'aspect agronomique, il fallait être expert sur des sujets, on parlait de l'aquaponie, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau, de la plante, des carences. Ça, on la rend disponible en quelques clics, en quelques questions. Ça augure déjà finalement d'une trajectoire extrêmement impressionnante sur la com, sur le digital, sur le marketing, sur le commercial. Aujourd'hui, on peut nourrir des bases de données au niveau de l'intelligence artificielle de PLU. Analyse-moi, réponds-moi, donne-moi la réponse à cette question-là.
On se dit, mais voilà, c'est bien, on va passer du temps sur des choses qui sont utiles maintenant, en termes d'entreprise. Puis on peut imaginer aussi du prédictif, c'est-à-dire effectivement d'avoir des questions que posent des utilisateurs sur les canaux, des photos qu'ils partagent, et du coup imaginer que ça va ressortir plus rapidement des utilisateurs qui sont en difficulté, ou nous alerter, ou effectivement, ou déjà leur donner des réponses. Et on va pouvoir effectivement prédire des comportements, alerter, informer, et nous aussi récolter cette donnée-là pour améliorer notre produit. Certains pays, certaines zones géographiques vont devoir se rechallenger très rapidement finalement leur modèle de production alimentaire. En France, il y a urgence à agir sur la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une situation, les gens n'en ont pas conscience, mais on ne produit plus grand-chose pour nous. C'est-à-dire qu'on importe énormément. En plus, ça rajoute des aléas climatiques, mais en fait, nos sols sont de plus en plus épuisés, il y a des baisses de rendement. Et on voit des champs et des kilomètres de champs qui sont utilisés pour faire du maïs, qui va partir pour l'industrie, qui vont faire du plastique, du bioéthanol, peu importe. Et même pire, des surfaces agricoles qui sont simplement utilisées pour de la construction. Nos régions ne sont plus autonomes, ne sont plus souveraines d'un point de vue alimentaire. Il va y avoir des crises. Le système agricole n'est pas soutenable. Le système de distribution tel quel n'est pas soutenable. Il suffit d'un grain de sable dans les rouages. On l'a vu avec la crise Covid. Une guerre en Ukraine, c'est très vite challengé. La résilience vient de la distribution, de la production, donc la décentralisation de la production alimentaire, comme on l'était à l'époque finalement. On va être obligé de trouver des réponses à ça, parce que c'est absolument pas soutenable. Et déjà, maintenant, à l'instant présent, chaque personne peut reprendre une partie, toute ou partie de sa production alimentaire déjà à domicile sur des choses très simples. Les légumes, les fruits, une partie des protéines. On fait, par exemple, si on a des poules ou des poissons, des œufs. Plus on va multiplier des petites actions d'autonomie au niveau de l'habitat, finalement, on va lever la pression sur le système. Et du coup, laisser au système agricole le soin de faire une transition et d'aller vers une production beaucoup plus responsable aujourd'hui. Ça ne va pas vraiment dans le bon sens. On ne soutient pas la transition vers l'agriculture biologique comme on le devrait. Les subventions à l'échelle européenne favorisent plutôt des grandes surfaces de production plutôt que des micro-productions locales. Donc, pour l'instant, s'il n'y a pas de solution à l'échelle nationale, faisons ça chez soi, à domicile. C'est ça notre idée, depuis le début, finalement. Alors, il y a peu de chances que je cherche à me retrouver au gouvernement, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que déjà, je prendrai des mesures qui favorisent ce que MyFood est déjà en train d'essayer de faire. Donc déjà, comme toute innovation, il faut favoriser l'adoption de l'innovation en levant des barrières à cette adoption-là. Et si tout le monde avait la possibilité de produire ne serait-ce qu'une petite partie, je ne sais pas déjà, même 10, 20%, même plus, de la production alimentaire déjà chez soi, c'est déjà autant qui est prise en gain sur la souveraineté alimentaire d'une nation. Donc c'est déjà ça qu'il faudrait faire, encourager déjà la production à domicile. La balance agricole est déficitaire, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte, surtout en fait la France elle exporte du vin ou des produits, mais c'est pas forcément, la souveraineté c'est déjà produire ce qui est nécessaire et le plus localement possible. On peut sans problème produire localement la plupart de ce qu'on a des aliments dont on a besoin dans son assiette. Aujourd'hui, la France, elle le faisait avant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas localement produire ses légumes, ses fruits, sa viande, ses produits laitiers. Voilà, c'est normal, on n'a pas besoin de faire venir du blé d'Europe de l'Est, il n'y a pas besoin. On connaît à peu près les distances moyennes de déplacement de l'alimentation, c'est effarant. Avec l'autoproduction alimentaire et les techniques de conservation, on peut déjà faire ce qui est nécessaire pour soi. Pour la plus grande partie, on pioche, on frais dans la serre, mais après, il y a beaucoup d'excédents. En ce moment-là, je suis en train de donner des salades à mes voisins, j'en ai trop. Mais en fait, on peut aussi sécher, faire des conserves, mettre au congélateur, faire de la lactofermentation. Il y a plein de manières simplement des carottes, on met dans un bac de sable et puis on le garde pendant la moitié de l'année. Enfin voilà, il y a des choses très simples à faire pour lisser sa production alimentaire dans les mois où on produit moins.
Le financement vient plus souvent d'aides de la Banque publique d'investissement, la BPI, ou enfin, d'autres sources de financement, le financement bancaire ou autre chose. Les subventions, c'est plutôt assez limité, ce qu'il faut savoir. Bon, on serait très ravis d'en avoir, hein, si quelqu'un prenait ce sujet-là à cœur et s'est dit, bah, tiens, on pourrait subventionner cette entreprise. Mais en tout cas, nous, non. Mais ça pourrait. Comme on va sponsoriser l'isolation, comme on va sponsoriser les panneaux solaires, le remplacement d'anciennes chaudières, se dire, bah, finalement, c'est extrêmement écologique de produire sa propre nourriture chez soi, vu l'impact environnemental de la production alimentaire. Donc, bah, faisons peut-être une TVA réduite sur les serres ou une aide, ou en tout cas lever les barrières qui existent aujourd'hui. Oui. Donc, si quelqu'un entend cette vidéo, il pourrait penser à ça au gouvernement. Oui. Il y a des entreprises qui ont un chouette produit, mais qui, d'un point de vue humain et social et environnemental, ne font pas les choses de manière extraordinaire. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui ont un engagement RSE très fort, mais qui n'ont pas le meilleur produit de la Terre. Nous, on a vraiment la chance d'avoir un produit qui vient avoir une valeur ajoutée sociale, environnementale, écologique forte. Et en plus, on essaye de faire les choses bien d'un point de vue aussi RSE dans l'entreprise. Et on a récemment obtenu la labellisation B Corp. Donc il faut respecter son écosystème et c'est ce qui fera que, en ayant une vision claire, en ayant une valeur ajoutée forte et en faisant les choses bien sur cet engagement RSE, c'est ce qui va pérenniser une entreprise. Le premier, c'est la simplicité. La simplicité, elle se décline dans la simplicité d'usage du produit, dans la simplicité du business model, dans la simplicité de fonctionnement dans une entreprise. Deuxième aspect, c'est l'aspect responsabilité. Il faut prendre ses responsabilités à toutes les échelles d'une entreprise, mais on ne laisse jamais personne sur le carreau et on ne le fait jamais l'autruche sur des difficultés. Bon, ça c'est un petit peu complexe, là, j'ai envie de procrastiner, je le mets de côté. Non, il faut être responsable sur tous les pans. Et après, le dernier élément, c'est la transparence. Il faut savoir communiquer là où on en est, en externe comme en interne. Et il faut toujours être dans la communication responsable. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne, on doit pouvoir le dire, on doit pouvoir communiquer, on doit pouvoir expliquer pourquoi, et on doit pouvoir expliquer ce qu'on fait en face de ça. Et on a eu la chance, nous, MyFood, de se financer principalement avec des business angels, des groupements de business angels et aussi du crowd equity. Et notamment, on a fait une campagne de financement impact avec une communauté d'investisseurs qui ont, sur des petits tickets comme des gros, investi chez MyFood. Donc on n'est pas lié à un grand groupe ou un grand fonds, on a vraiment notre indépendance. On a des bonnes nouvelles à annoncer régulièrement, l'entreprise fonctionne bien, ça se développe bien, donc on est assez heureux finalement et épanoui dans cette relation avec les personnes qui ont investi chez nous. Et j'espère qu'ils sont aussi tout aussi heureux d'avoir investi chez MyFood et que ce soit du gagnant-gagnant à terme. Sur la courbe d'innovation, la courbe d'adoption de l'innovation, on est vraiment sur le tout début, sur ce qu'on appelle les innovateurs. On n'est vraiment pas sur une courbe, même pas encore d'une courbe d'early adopters en termes de notoriété et d'adoption. Donc en fait, notre objectif à terme, c'est de se dire que toutes les personnes qui ont la possibilité, qui ont le souhait de le faire, peuvent adopter une solution même sur leur terrasse, d'une petite serre de terrasse, ou dans tous les jardins, déployer une serre. Donc en fait, de devenir une solution à grande échelle. C'est-à-dire que ça devienne un réflexe, comme à l'époque on était à pied, maintenant on prend une voiture, se dire la production alimentaire, ça se fait à domicile. Donc notre prochaine étape, c'est de passer sur une échelle de marché à grande échelle. MyFood, c'est autant un produit innovant pour produire sa propre alimentation que l'accompagnement d'une prise de conscience sur le fait de faire soi-même et de changer la manière dont on va produire, cuisiner, consommer chez soi. Donc on espère que cette conscientisation citoyenne va finalement se déployer à plus grande échelle parce que ça va résoudre beaucoup de problématiques de société qu'on voit aujourd'hui. Et on répond vraiment aux enjeux du moment avec ça. Voilà. Merci de m'avoir tendu le micro.